Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un point absolument essentiel de l'apprentissage des langues, à savoir le fait de penser dans une langue. Vous l'avez très certainement entendu, ce conseil qui est très répandu, que j'ai pu donner déjà moi-même plusieurs fois. Ne traduisez pas dans votre tête du français vers votre langue cible, mais pensez directement dans cette langue. Alors c'est un conseil qui est fondamental, et s'il revient un peu partout sur internet, c'est à raison, parce que c'est vraiment l'un des piliers pour réussir à bien parler une langue, à bien la comprendre, et vous ne pourrez pas vous en passer. Simplement, le problème que j'ai avec les contenus à ce sujet, c'est que bien souvent, ils vont rester dans une forme d'incantation, dans une forme d'injonction. Pensez dans la langue. Oui, mais comment? Et le problème du comment, c'est bien que ça va toucher un domaine qui est relativement mal connu, qui est relativement mystérieux, à savoir le fonctionnement du cerveau. Comment va fonctionner le cerveau au moment de produire et réceptionner du langage? Est-ce qu'on pense vraiment dans une langue? Justement, j'ai fait quelques recherches. En fait, il se trouve qu'on ne pense pas réellement dans une langue. Ça peut paraître contre-intuitif, je vous le concède, parce que vous avez un monologue intérieur. Vous pouvez très bien mettre cette vidéo en pause et penser pendant quelques secondes en français ou dans une autre langue et entendre une sorte de voix intérieure. Simplement, même si cette voix existe, même si le monologue interne existe et peut se manifester par exemple quand on lit, quand on subvocalise comme on dit, il n'est pas toujours présent. En fait, il y a une étape antérieure, il y a même une strate plus profonde de votre conscience qui va produire du langage. Et ça se met en évidence assez facilement, par exemple avec les personnes qui sont sourds-muettes. Je parle bien sûr de celles qui le sont depuis leur naissance et qui n'ont de ce fait jamais entendu le langage parlé. Et donc, comment pourraient-elles avoir une voix dans leur tête s'ils n'ont jamais entendu une langue? Et il se trouve que même s'il est difficile de se mettre dans le cerveau d'un sourd-muet, des études ont été faites justement pour aller chercher ça, aller comprendre ce qui se passe chez ces personnes. Et assez souvent, elles répondent qu'elles pensent plutôt en images, voire par exemple en langue des signes, parce que bien sûr, une personne qui va être sourd-muette n'aura pas l'audition, donc va reporter toute son attention sur le côté visuel, et il est donc assez compréhensible qu'elle pense plutôt avec des gestes, avec des images. Et d'ailleurs, c'était Albert Einstein qui disait penser moins en mots et plutôt en images, ce qui lui a permis de faire toutes ces théories. Il faisait souvent ce qu'il appelait la Gedanken Experiment, une expérience de pensée. Et ça se met relativement bien en évidence aussi quand vous parlez. Par exemple, quand vous voulez dire quelque chose, tout à coup vous avez l'idée, puis vous le dites, et vous vous rendez compte, après coup, que vous ne l'avez pas tout à fait formulé comme vous vouliez. Ce n'était pas forcément la formulation la plus heureuse, la plus précise, la plus exacte, et parfois ça peut mener à des situations embarrassantes du style « Ah, c'est pas exactement ce que je voulais dire ». Et ne parlons même pas des lapsus qui sortent sans même vous demander la permission. Ça montre bien à quel point en fait on produit le langage de manière très spontanée et ce n'est pas une transcription d'une phrase que vous avez dans votre tête que soudain vous allez vous mettre à prononcer. Non, c'est beaucoup plus immédiat. Et même d'ailleurs les enfants, les bébés, avant de développer le langage oral, ont une réflexion, arrivent à mettre en place des processus assez simples, mais qui découlent d'un raisonnement. Et ce raisonnement ne se fait pas par une diction dans la tête, parce que les bébés ne savent pas encore parler. Ça se voit aussi d'ailleurs avec les langues. Par exemple, vous voulez dire quelque chose dans une langue, vous savez exactement comment le dire en français, et tout à coup, vous voulez le dire dans votre langue cible, mais impossible. Il vous manque un mot, il vous manque une phrase, et pourtant vous le ressentez dans vos tripes que vous avez déjà la scène, vous avez vraiment les événements, les personnages, le lieu, les actions, tout ça bien ancré, mais impossible de le faire sortir. Et ça, c'est la preuve que justement, vous avez déjà fait la première partie du processus, c'est-à-dire mettre en place tout ça au niveau de ce que vous allez dire, sauf qu'il vous manque les automatismes de langue pour pouvoir expliquer tout ça. Et d'ailleurs, ces automatismes se retrouvent très bien dans les influences que peuvent avoir d'autres langues, en premier lieu l'anglais sur le français, parce que assez souvent, peut-être que ça vous est arrivé, c'est arrivé à vos proches, on peut vouloir dire quelque chose et paf, c'est le mot anglais qui vient. Et après coup, on se dit, non mais j'avais vraiment l'idée avec le mot anglais,
mais le mot français ne me vient pas. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit ça? Avec des mots comme cheap dans le sens de... cheap, c'est soit pas cher, soit un peu mauvais, un peu de mauvaise facture, soit cheesy, ou ce genre de mots. Creepy aussi, on entend souvent, enfin creepy, comme on dit en français. Et en fait, on a déjà la structure mentale, parce qu'on est biberonné aux productions anglo-saxonnes, à la mentalité et aux structures de pensée anglo-saxonnes, et bien souvent, on va juste faire des calques, et vu que le mot en français ne vient pas, parce qu'il y a un mot anglais pour décrire plus précisément cette réalité, eh bien, on va sortir le mot anglais à son corps défendant, vraiment de manière intuitive. J'espère, avec ce premier point, vous avoir convaincu que dans l'absolu, on ne pense pas vraiment dans une langue. Sauf si vous avez un monologue interne qu'il va falloir faire taire, justement. Concrètement, comment se manifestent ces automatismes? C'est très simple, par la compréhension, eh bien, vous allez vous rendre compte que quand vous comprenez une langue, vous n'allez pas la traduire dans votre tête. Sauf peut-être si vous avez un niveau débutant, intermédiaire et que vous faites par exemple de la traduction sur un texte, normalement ça vient tout seul, ça vient très vite. Et justement, si vous traduisez dans votre tête pendant qu'un locuteur natif vous parle, eh bien vous n'allez pas réussir à suivre la conversation parce que ce sera trop lent par rapport au débit d'une conversation. C'est d'ailleurs très souvent la cause principale du fait qu'on trouve que les locuteurs natifs parlent trop vite. Certains ont un débit rapide, c'est une évidence, mais la majorité parle à un débit normal justement pour un locuteur natif. C'est simplement que vous n'avez pas encore suffisamment les automatismes de vocabulaire, les automatismes de structure qui vont permettre de comprendre. Et ça d'ailleurs, quand on comprend une langue, on le ressent là aussi, on le ressent vraiment en son fort intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber sur un texte ou même sur une phrase à l'oral dans une langue que vous connaissez très bien et vous la comprenez entièrement et vous n'avez pas besoin de le traduire. Vous seriez même incapable de vraiment bien la traduire en français. Il faudrait travailler un peu pour faire une belle traduction, mais le sens de cette phrase s'est imposé à vous et vous n'avez pas eu besoin d'y réfléchir. Et ça, vraiment, on le ressent et c'est vraiment le truc, on va dire. En fait, j'ai tout compris, je ne saurais pas vraiment le redire en français, mais j'ai tout saisi tout de suite. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vécu. Et en production, c'est pareil. Vous n'allez pas assembler des mots isolés, mais vous allez penser par blocs de mots. Des blocs de mots qui sont appris par cœur, que vous avez intégrés sans même vous en rendre compte et que vous allez ressortir. Et là, je voudrais mettre au bûcher l'idée qu'on apprend une langue en apprenant par cœur des éléments de conjugaison, de déclinaison ou autre, enfin bref, des tableaux de grammaire, parce que quand on parle, on ne décline pas, on ne conjugue pas comme ça en temps réel en se demandant « Attends, ça c'est quoi la deuxième personne du pluriel ou autre ?» Ça c'est une façon de parler de débutant avec les roulettes, mais au bout d'un moment, quand on a un très bon niveau dans une langue, on ne pense même plus comme ça. Alors bien sûr, les exercices peuvent vous aider à avoir plus de corrections, à débusquer des fautes que vous faites pour ne plus les faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande, quand vous faites des exercices et que vous voyez des fautes, n'apprenez pas juste le deux mots de l'exercice. Apprenez par exemple le morceau de phrase qui vous a posé problème, parce que vous allez pouvoir le ressortir par la suite et le comprendre par la suite de manière automatique et rapide. Donc, à moins vraiment de faire un discours très complexe, avec du vocabulaire avancé, où vous allez parler, je sais pas, au passé simple ou à l'imparfait du subjonctif, non, vous n'allez pas conjuguer, vous n'allez pas penser la langue minutieusement, traduire dans votre tête. Vous allez le faire de manière très spontanée, et ça, c'est avec des choses que vous avez apprises. Vraiment, c'est même pas forcément vos mots qui vont venir, ce sont les mots parfois d'autres personnes. Et d'ailleurs, au niveau des structures, ces structures qu'on va comprendre rapidement, ou qu'on va ressortir rapidement, quand on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas ça qui ferait la facilité ou la difficulté prétendue d'une langue? Parce que assez souvent, quand on va parler des langues faciles ou difficiles, on va en réalité parler des langues proches ou éloignées du français. Et pour une langue éloignée, les structures mentales seront très différentes. Par exemple, les mots seront différents. Quand on apprend une langue très différente du français, on va dire « ça ne ressemble à rien ». Autrement dit, ça ne ressemble à rien que je connais déjà, donc on ne peut pas faire de comparaison et ressortir rapidement des structures déjà prêtes, déjà connues. Ou alors ça peut être avec les structures justement de grammaire, parce que quand la phrase est construite d'une manière différente, ça impose vraiment de casser la manière dont vous construisez vos phrases en français pour pouvoir réarranger ça rapidement sans vous dire alors le nom il est là, le sujet il est là,
Du coup, il faut mettre le verbe ici. Non, vous allez penser ça très rapidement à partir du moment où vous aurez atteint un bon niveau. D'ailleurs, c'est assez souvent la raison pour laquelle les gens trouvent une langue comme l'allemand difficile. C'est « oui, mais il y a le verbe à la fin, c'est compliqué ». Non, déjà, le verbe n'est pas tout le temps à la fin, mais c'est vrai qu'il est parfois rejeté à la fin. Et si on essaye de faire un calque du français et de parler en allemand, bien sûr que ça ne marche pas, bien sûr qu'on fait des phrases lentes et laborieuses avec un risque d'erreur. Et ça, je l'ai très bien vu, par exemple, en apprenant des langues proches et éloignées du français. Par exemple, l'italien est une langue on ne peut plus proche du français. Il y a vraiment beaucoup de mots qui ressemblent, beaucoup de structures de phrases qui sont les mêmes. Bref, pour atteindre un petit niveau en italien, c'est facile parce que spontanément, les mots, les structures vont vous venir. Alors qu'avec une langue comme le japonais, forcément, il y a déjà un éloignement du vocabulaire qui est total. Ensuite, les structures sont très différentes. Il y a aussi une manière d'envisager l'écriture avec les kanji qui va être très différente là aussi. Bref, ça semble difficile. Et pourtant, il n'y a pas vraiment fondamentalement de langue plus difficile ou facile qu'une autre. Il n'y a pas de difficulté absolue, il n'y a que des difficultés relatives. Et j'ai envie de dire même encore que. Parce que par exemple en italien, les structures sont proches, mais si on veut vraiment parler comme un italien de manière idiomatique, comme on dit, il va falloir désapprendre certaines choses et construire les phrases différemment. Parce que la phrase à la française sera peut-être juste, mais une phrase à l'italienne le sera encore plus. Par exemple, on a le réflexe de dire j'ai mangé ho mangiato una pizza. Mais les Italiens, parfois, dans certains contextes, diront mi sono mangiato una pizza. Je me suis mangé une pizza. Alors, ça existe plus ou moins en français, ce genre de structure. Simplement, en français, c'est plus argotique qu'en italien, c'est plus rare qu'en italien. Et bref, c'est un exemple comme ça d'une structure qui n'est pas tout à fait comme en français. Et là aussi, ça impose de casser ces automatismes français, de ne pas traduire du français mot à mot, mais bien, par l'immersion justement, on va y venir, d'acquérir des structures très italiennes. Et justement, l'immersion, revenons là-dessus. Parce que pour prendre tous ces automatismes, il n'y a pas 36 manières de faire. Le cerveau humain est excellent pour traiter des données, c'est-à-dire traiter les choses qu'il entend et les classer, et aussi pour faire de l'imitation, du mimétisme. Faites énormément d'immersion, parce qu'à travers l'immersion, si vous apprenez un langage qui est relativement moderne, de la vie de tous les jours, vous allez là prendre des tics de langage, prendre des automatismes. Faites le test. Je le dis souvent, c'est un exemple assez parlant, assez percutant. Si vous allez voir les amis ou de la famille que vous ne voyez pas souvent pendant par exemple une semaine, quand vous allez rentrer chez vous, on va sans doute vous faire remarquer que vous avez pris tous les tics de langage, toutes les expressions de ces personnes. Et ça, vous ne vous en serez même pas rendu compte, ce sera venu automatiquement. Pour les langues étrangères, c'est pareil. Pour les langues étrangères, il faut faire énormément d'immersion avec des natifs, avec des vraies personnes en chair et en os, pas seulement avec des applications. Et petit à petit, vous allez acquérir des formules qui vous viennent. Quand les gens vont utiliser des blocs de phrases, vous allez les comprendre et ça va devenir de plus en plus facile. Et vous allez arrêter de faire de la traduction laborieuse dans votre tête pour faire ce que l'on appelle penser dans la langue. Bien sûr, il est possible d'optimiser ce travail en apprenant, par exemple, avec un logiciel de répétition espacée, des mots à employer dans tous les contextes, des structures de phrases toutes faites, ça marche aussi très bien. Et comme ça, en faisant le double travail à la fois d'immersion et de répétition, là, vous allez développer ces automatismes qui sont très précieux. Et surtout, un conseil fondamental que je peux donner ici, c'est de commencer petit. Parce que un piège de débutant, une erreur vraiment de débutant qui est bien normale, qui est bien naturelle, c'est de vouloir faire des phrases comme en français. C'est-à-dire, si vous aimez le verbe, si vous aimez parler en français, faire des belles et longues phrases, vous allez être tenté de faire exactement la même chose dans une autre langue. Sauf que bien souvent, et j'ai pu le remarquer moi-même, ou on a pu m'en faire la remarque, vous allez commencer une phrase, vous allez placer quelques mots, et puis au bout d'un moment, vous n'allez pas savoir comment la terminer, vous allez vous emmêler les pinceaux. Pour remédier à cette situation, tout simplement, faites des phrases plus courtes en prenant simplement des blocs de mots que vous apprendrez au fur et à mesure à combiner entre eux pour faire des phrases plus longues. D'ailleurs, c'est un conseil assez général. Pour vous donner une anecdote, il y a bien 9 ans, je pense, j'étais allé voir un professionnel pour m'aider à mieux faire de la prise de parole en public, parce qu'à cette époque, j'avais besoin d'en faire beaucoup. D'ailleurs, ça m'a servi pour ces vidéos.
Et je lui disais souvent, je lui rapportais ce problème, hein, que parfois je me perdais au milieu de mes phrases, et il me disait, alors ça, c'est très simple, il faut faire des phrases plus courtes et ramassées, comme ça on va droit à l'essentiel et on ne se perd pas en chemin. Bien sûr, vous pouvez quand même vous entraîner à faire des phrases longues, mais avec des amis locuteurs natifs ou un prof. C'est un excellent exercice que je fais assez souvent. Vous commencez une phrase, vous voyez ce qui ne va pas dans la phrase, vous demandez une reformulation, vous la reprenez du début et vous faites une sorte de petit discours. Ça marche très bien, mais justement, c'est un travail conscient à faire, comme un exercice un peu difficile. Et si vous voulez commencer à parler une langue et surtout avoir une bonne correction, concentrez-vous sur des petits blocs de phrases, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et pour terminer sur cette vidéo, je peux vous donner quelques enseignements que j'ai pu tirer du fait de penser dans une langue. Le premier, ça va être d'essayer justement d'optimiser votre monologue intérieur et de le faire dans une autre langue. Ça peut sembler bizarre, mais ce que vous pouvez faire, surtout quand vous êtes en immersion dans un pays, quand on pourra voyager à nouveau, ça je l'ai déjà fait. Je me souviens de moments où je me disais, allez, là j'ai envie de m'entraîner, je vais penser que dans la langue, je vais arrêter de penser en français. Et ce que vous faites, c'est que quand vous voyez quelque chose, vous vous demandez comment ça s'appelle. Quand vous dites que vous devez faire quelque chose, vous le pensez dans une autre langue. Ça peut sembler bizarre, mais ça vient. Et ça a pas mal de vertus. La première, c'est que vous allez avoir une approche de besoin. Vous allez penser à des choses et vous dire « Ah, ce mot, je ne connais pas. Cette formulation, je ne la connais pas. » Et donc, ça va vous donner des choses à chercher et à apprendre par cœur. Ensuite, une découverte que j'ai faite en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est qu'en réalité, le cerveau traite le monologue interne non pas comme un véritable monologue, mais comme un dialogue, une sorte de dialogue entre plusieurs points de vue divergents. C'est assez bizarre, je vous rassure, il n'y a pas plusieurs personnes dans votre tête, en tout cas je vous le souhaite, mais simplement du point de vue du cerveau, un monologue interne c'est comme un dialogue. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous préparer, par le monologue intérieur, à la communication avec d'autres personnes, parce que, j'y reviens, ça a été démontré par de l'IRM, le cerveau traite un monologue exactement comme il traite un dialogue, donc c'est toujours un très bon exercice. Ensuite, autre enseignement, quand on dit de ne pas traduire dans votre tête, c'est vrai. Simplement une nuance. Parce qu'il ne faut pas faire de la traduction la bête noire de votre apprentissage. En réalité, la traduction peut vous servir et peut même vous rendre d'énormes services. Donc ne traduisez pas les phrases mot à mot dans votre tête. Ça c'est la mauvaise façon de faire. Mais une fois que vous avez un bon niveau intermédiaire, vous pouvez faire de la traduction pour vous poser la question de dire comment est-ce qu'on dit ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de traduire mot à mot, ce que de toute façon les traducteurs ne font pas, parce que ça se sent une mauvaise traduction. On a vraiment l'impression qu'on a plaqué, par exemple, de l'anglais sur du français, et que c'est lourd, c'est pas naturel, et qu'aucun français ne dirait ça. Ce que vous allez voir, c'est l'action, j'en parlais plus tôt, voir la scène. Quand on se dit, attends, cette scène, comment l'expliquer? J'avais une prof de traduction, je crois que j'ai déjà parlé de ça, qui disait qu'il fallait voir le dessin animé. C'est-à-dire, on ne prend plus seulement le texte dans la langue depuis laquelle on va traduire, mais on voit l'action. On voit ce qui se passe, on voit les personnages, et on se demande comment on va pouvoir traduire en français en l'occurrence. Et vous allez pouvoir faire la même chose dans le sens du thème, c'est-à-dire du français, vers la langue, non plus en prenant des phrases, en vous disant « Attends, comment est-ce que je traduis ça mot à mot ?» mais simplement, très naturellement, vous allez, par la traduction, apprendre des blocs de phrases, gagner des automatismes pour dire telle ou telle chose. Et ça, c'est très puissant, et je vous invite vraiment, vraiment à en faire l'essai. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui était assez conséquente, mais c'est vraiment un sujet absolument crucial, incontournable de l'apprentissage des langues. N'hésitez pas à en dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous avez été d'accord, pas d'accord, comment faites-vous pour penser dans une langue étrangère, si c'est facile, si c'est difficile. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et partager avec vos amis. Vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire au Monde des Langues pour avoir les dernières nouveautés du site. Vous avez le lien dans la description et vous aurez une mini-formation gratuite en cadeau de bienvenue qui va vous aider à apprendre votre vocabulaire. J'en profite aussi pour vous rappeler que je suis en train de lancer un site sur l'apprentissage du japonais qui s'appelle Gambare et vous avez là aussi en bas dans la description un lien pour vous inscrire. On est déjà plusieurs centaines dessus, c'est déjà une belle performance pour un site sur lequel je ne fais aucune communication en dehors de ces réseaux. Et dès qu'on sera assez nombreux, on pourra commencer à publier du contenu dessus.
Je vous souhaite un très bon apprentissage, beaucoup de plaisir dans votre pratique d'une langue et on se dit à bientôt. Salut!